bonjour à tous et merci de l'invitation à participer à ce colloque. Donc, oui, en fait, les trois ours, pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais faire une sorte de brève synthèse, non pas sur ce qu'on sait uniquement de l'ours blanc, mais aussi sur ce qu'on sait de deux autres espèces qui sont ses plus proches affiliés, et qui sont l'ours brun, donc Ursus arctos. Donc il naît quand il a nommé l'ours brun, il savait qu'il y avait des ours en Grèce, à cette époque même à très haute densité. Il a donc choisi le nom prototypique grec pour l'ours, pour nommer l'ours brun, qui est distribué partout en Europe, donc, qui est aussi une espèce, peut-être même plusieurs espèces apparentées que sont le ou les ours des cavernes. Et la question essentielle en fait que je vais aborder aujourd'hui, c'est celle au cours de la révolution récente, donc plus ou moins au cours des 100 000 dernières années, de l'impact potentiel des variations climatiques qui ont été assez intenses et également, au moins en Europe, d'une augmentation très conséquente de la pression anthropique liée à l'arrivée de notre propre espèce. En Europe, bien sûr, il y avait déjà d'autres hominidés, mais c'est sans doute l'arrivée de notre propre espèce qui constitue le fait le plus marquant du point de vue de la pression hominidée à cette époque-là. Donc, en bas, on voit une frise chronologique pour laquelle j'ai juste mis en place un petit code couleur très simple et qui, en principe, devrait être suivi dans tout le diaporama. Cependant, je demande votre indulgence parce que je suis daltonien et peu patient. Donc c'est bien possible que les couleurs varient significativement. Donc l'idée, c'est juste qu'on va s'intéresser donc à la période qui court depuis le dernier interglaciaire, donc qui commence un petit peu plus d'il y a 100 000 ans, donc vers 125, 120 000 ans, 115 000 ans, le dernier interglaciaire fini, et commence une nouvelle période glaciaire dont le maximum se situe vers la fin de la période, dans la dizaine de milliers d'années qui précède le maximum réel qui se trouve il y a à peu près 20 000 ans. Voilà, je parle sous contrôle de Valérie qui sait sûrement mieux que moi les dates exactes. Et cette ère glaciaire donc, se poursuit jusqu'au début de l'Holocène, qui est notre ère climatique et qui est caractérisée par un réchauffement. Donc ce qui est intéressant avec ce vu dans le passé de l'évolution de ces trois espèces d'ours, c'est en particulier le fait qu'à ces époques-là, contrairement à aujourd'hui, on peut complètement découpler les effets du climat et les effets de la pression anthropique, vu qu'évidemment les activités humaines à ces époques-là n'affectaient pas le climat. Alors, sur quelle base on peut essayer de reconstruire l'histoire de ces trois espèces et leur réaction aux variations climatiques et à la pression anthropique? Mais il y a plusieurs outils qui sont disponibles. On peut utiliser bien sûr la paléontologie classique, cas auquel on utilisera des informations morpho-anatomiques, puis également la distribution des fossiles. On peut aussi utiliser des outils de génétique des populations actuelles. Donc dans ce cas-là, on récupère des échantillons sur les ours blancs actuels, sur les ours bruns actuels, bien entendu pour les ours des cavernes qui se sont éteints il y a 25 millions si c'est possible. Mais donc, on peut faire de la génétique des populations actuelles, et dans ce cas-là, on caractérise bien sûr la diversité génétique, et on examine sa distribution géographique, et à partir de cette diversité génétique, on peut déterminer un certain nombre de paramètres, dont l'évolution des tailles de population, par exemple. Et enfin, il y a un troisième outil qui est en fait lié au deuxième, qui est l'ADN ancien ou la paléogénétique. Et là, l'idée, c'est d'aller directement récupérer des fossiles et d'en extraire l'information génétique. C'est tout à fait possible, en tout cas pour la fin du Pléistocène et l'Holocène. On a une documentation très large maintenant, en particulier pour ces espèces. Alors, l'ours polaire, c'est un peu particulier, parce que c'est finalement l'espèce pour laquelle on a le moins d'informations, pour laquelle on va avoir le plus de difficultés à en rassembler.
Pourquoi? Parce qu'on a un registre fossile qui est extrêmement lacunaire. Donc on trouve très très peu de restes fossiles d'ours polaires, pour la raison évidente qu'il est dépendant d'un habitat qui n'est pas favorable au processus de fossilisation. Il y a vraisemblablement beaucoup de squelettes complets d'ours polaires qui se trouvent quelque part au fond de l'océan Arctique, mais il y a très peu de paléontologues qui sont aussi plongeurs de grand fond. Donc, par définition, on a très très peu, bien qu'on en ait, de fossiles d'ours polaires. Et puis, les outils de la génétique des populations actuelles qui nous permettent d'avoir accès à des informations, d'inférer des phénomènes anciens, en principe, sont aussi un peu bornés dans le cas de l'ours polaire, parce qu'on a ce goulot d'étranglement très récent du début du siècle, où les populations ont considérablement diminué, on a perdu beaucoup de diversité génétique, et du coup ça rétrécit la fenêtre par laquelle on peut voir dans le passé à partir de la variabilité génétique contemporaine. D'où l'intérêt aussi de s'intéresser aux deux espèces sœurs de l'ours polaire, bien sûr pour lesquelles on rencontre dans une certaine mesure ce genre de problème, mais beaucoup moins. Par exemple, des restes fossiles d'ours bruns ou d'ours des cavernes, on en trouve 13 à la douzaine. Il y en a partout et c'est très facile de trouver des échantillons de très bonne qualité. Alors comme je suis le premier généticien à parler, je voudrais juste, pour que chacun ait en tête c'est quoi la base technique de notre travail, puisque évidemment je ne vais pas vraiment parler de paléontologie, mais plutôt ici d'évolution moléculaire, définir quels sont nos outils et ce qu'on peut faire avec. Donc l'évolution moléculaire, elle repose sur un constat très simple qui est que les espèces évoluent morpho-anatomiquement parlant, physiologiquement parlant, et que le support de cette évolution, c'est la variation génétique. Donc on peut utiliser les caractères génétiques de la même manière qu'on utilise les caractères morpho-anatomiques pour essayer d'inférer les relations de parenté entre les espèces, entre les populations. Et en plus de cela, on a un certain nombre d'avantages qui proviennent du fait que ces caractères génétiques ont certaines propriétés que les caractères morpho-anatomiques n'ont pas, en particulier l'accumulation des mutations qui deviennent par des substitutions au cours du temps se fait à un rythme qui parfois peut être plus ou moins régulier. C'est ce qu'on appelle le concept d'horloge moléculaire, si bien que si on a quelque chose pour calibrer notre horloge, une horloge moléculaire, on va être capable de déterminer toute une série de temps de divergence qu'on ne connaissait pas a priori. Puis également, cette information génétique va nous permettre d'estimer les tailles de population, encore sous certaines conditions. Donc juste ici, j'ai juste mis un exemple typique de ce qu'on utilise à la fin du process de génération des séquences. On obtient donc des séquences de courtes séquences d'ADN, on ne séquence pas les génomes complets en général, maintenant ça devient un petit peu différent, mais en général on séquence juste de très courts morceaux d'ADN. On obtient des séquences qu'on aligne et qu'on compare. Ici, la première séquence, c'est celle de l'homme, qui est donnée complètement, et les séquences qui sont en dessous sont... oui, mais comme je suis daltonien, je ne vois pas cette longueur d'onde. Oui, c'est aussi une indication pour les organisateurs de congrès, les enseignants-chercheurs qui pensent à vos pauvres étudiants daltoniens. Voilà, je ne suis pas très grande. Mais c'est gentil. Oui, donc juste pour que tout soit clair, parce qu'on n'est pas toujours très familier avec ce genre de figure, ici à droite on a une phylogénie et elle est dérivée de cet alignement ici. Cet alignement a une séquence de référence et cette séquence se compare à toutes les autres séquences et où ces séquences ne présentent pas le même état de caractère, on voit l'état de caractère différent apparaître. D'accord ? Et on utilise donc cette variabilité-là, donc les lettres colorées qu'on voit dans l'alignement, pour essayer de reproduire les relations de parenté. Pour ça, on utilise des outils logiciels qui nous permettent d'inférer l'évolution en prenant en compte un certain nombre de caractéristiques. Et la façon dont s'inscrit une phylogénie et l'information qu'elle amène,
c'est une information de parenté qui est intimement liée au concept de l'écoulement du temps. Donc en fait, on a le temps qui s'écoule. En fait, les échantillons qu'on a échantillonnés se trouvent aux feuilles de notre arbre phylogénétique, ici. Et implicitement, lorsqu'on remonte notre arbre phylogénétique, le temps s'écoule dans la direction du passé. Ce qui veut donc dire que cet arbre phylogénétique nous dit là que l'homme et le chimpanzé ont un dernier ancêtre commun plus récent que celui qu'ils partagent avec le gorille, par exemple 6 millions et 9 millions d'années, si on a réussi à calibrer l'horloge moléculaire, on peut arriver à l'estimer, qui ont eux-mêmes tous les trois un ancêtre commun plus récent que celui qu'ils partagent avec l'orang-outan et avec les ilobatilés. D'accord ? On va en revoir certaines, donc si jamais vous avez des questions ou quelque chose n'est pas clair sur l'interprétation, vous pouvez aussi m'interrompre. On va commencer par le cas de l'ours des cavernes. Alors, l'ours des cavernes, c'est un ours qui, en général, est décrit de manière assez simple ou assez simpliste, comme ayant une distribution européenne, mais pas une distribution arctique, et qui occupait une niche écologique assez particulière, étant donné qu'il était essentiellement herbivore. Même ça, maintenant, on commence à penser peut-être qu'il était un petit peu plus omnivore qu'il paraissait au premier abord. Il a donc disparu il y a 25 000 ans, et c'est un peu une mascotte de l'ADN ancien. C'est un des premiers mammifères pour lesquels on a eu de nombreuses séquences d'ADN, en particulier des séquences d'ADN mitochondriales. Je reviendrai plus tard sur ce que c'est, mais l'essentiel de ce que je vais présenter a trait à l'ADN mitochondrial. Juste au moment fatidique, je vous expliquerai en quoi il est différent de l'autre ADN qu'il y a dans toutes les cellules de carrière, qui est l'ADN nucléaire. Donc on a beaucoup d'informations en fait sur cette espèce. Mais en particulier, assez récemment, on a réussi à avoir bien plus d'informations que ce qu'on pensait sur l'aire de répartition de l'espèce et sur la diversité génétique de cette espèce. Donc l'aire de répartition historique, on va dire paléontologique, elle est ici en marron ou en rouge, donc elle couvre toute l'Europe occidentale et une partie de la Sibérie occidentale en fait. Et sur cette aire-là, on a évidemment beaucoup d'échantillons qui ont été acquis et qui ont délivré des séquences. Mais plus récemment, il y a aussi des ours qui précédemment étaient attribués à d'autres espèces qui ont aussi été échantillonnés au nord de l'Asie et puis jusque dans la zone arctique en fait. Et ce qu'ont donné ces analyses, c'est une image assez frappante de la diversité génétique de ces ours des cavernes. Donc ici en fait, dans ce phylogénie, on a ici l'ours brun qui a divergé il y a très longtemps de l'ours polaire, de l'ours des cavernes, il y a un certain temps. Et puis on a trois groupes qui sont réciproquement monophylétiques, c'est le terme technique qu'on utilise, le groupe rouge, le groupe bleu et le groupe jaune. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ils forment des groupes exclusifs, d'accord, et qui ne sont pas emboîtables les uns dans les autres. Et ces trois groupes ont eux-mêmes des répartitions extrêmement larges, comme vous voyez. L'espèce ou le groupe bleu a une répartition qui couvre toute l'aire de répartition, qui couvre la partie orientale de la distribution européenne, mais qui va aussi jusqu'en Sibérie occidentale. L'espèce rouge, on la trouve dans la partie occidentale de l'Europe, mais on la trouve aussi tout au nord dans la zone transbaïkalienne en fait. Et puis l'espèce jaune, on la trouve et dans le Caucase et ici tout en haut de la Sibérie orientale. Alors, bien qu'on ait des divergences qui soient très marquées, le problème c'est que cette espèce est éteinte et on n'a pas accès aux données auxquelles on a accès habituellement, nous permettant de délimiter de véritables espèces. D'accord ? Donc on est face au problème finalement de ne pas pouvoir juger de l'interfécondité de ces différents groupes. On ne sait pas si les ours rouges, les ours des cavernes rouges,
pouvait s'hybrider avec des ours des cavernes bleues. Ça, c'est a priori. Cependant, dans certains cas très précis, comme dans ce cas d'étude ici, qui est en fait un cas où des chercheurs se sont penchés sur une zone précise des Alpes autrichiennes, donc deux grottes en fait, qui sont extrêmement voisines l'une de l'autre. En fait, elles sont sur deux versants d'une même vallée. Elles sont à moins de 5 km à vol d'oiseau l'une de l'autre. Et ils ont échantillonné des ours des cavernes et déterminé leur type génétique sur une période assez importante qui va de 50 000 ans à il y a 30 000 ans environ. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'en fait, dans une des grottes, la grotte de Gamsulzen, on ne trouve que des ours appartenant au groupe bleu, et dans l'autre que des ours appartenant au groupe rouge. Et pour avoir cette distribution simplement du fait du hasard, on est obligé d'admettre une probabilité infinitésimale. Donc l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'en fait, ces deux groupes constituent réellement des espèces distinctes qui, quand bien même leur distribution était chevauchante, ne s'hybridaient pas entre elles. Donc ça, c'est juste pour vous montrer le genre d'inférence et le genre de pouvoir de résolution que nous donne l'ADN ancien. Pour revenir plus directement à la question de l'influence du climat et de la pression anthropique sur l'évolution de ces ours des cavernes, là je vous présente les résultats d'une autre étude en fait, qui a été menée dans une vallée du sud de l'Allemagne, où là les chercheurs ont réalisé aussi un relevé stratigraphique assez long d'une vingtaine de milliers d'années dans une même vallée, donc dans des sites vraiment très très proches. Il n'y avait pas de barrière géographique, il n'y avait rien de particulier. Et ce qu'ils ont pu mettre en évidence, c'est que un groupe d'ours rouges, donc, c'est le groupe classique des ours des cavernes, en fait, le groupe historique, on va dire, avait été remplacé il y a environ 28 000 ans par des ours bleus qui sont classiquement plus des ours venus de l'Est de l'Europe. D'accord ? Étant donné que, j'espère que les couleurs sont distinctes, dans cette zone de temps, la principale variation climatique, c'est l'entrée dans le LGM, dans le dernier maximum glaciaire, et que cette entrée post-date l'arrivée de ces ours bleus, ils font l'hypothèse que ce n'est pas le facteur climatique qui a influencé ce remplacement local de population. À la place de ça, ils suggèrent que ce soit l'homme qui est arrivé il y a à peu près 35 000 ans en Europe de l'Ouest et dans le sud de l'Allemagne en particulier, qui est peut-être intensifié sa pression, ce qui aurait abouti à ce remplacement local de population. Bon, bien sûr, c'est un peu hypothétique là, étant donné qu'on a l'homme qui arrive bien avant cette date-là, bien avant ce turnover, mais en se basant sur d'autres types d'analyses qui, cette fois-ci, utilisent les séquences de tous les ours des cavernes jamais séquencés, un autre groupe a, lui, pu mettre en évidence les variations de la taille de population des ours des cavernes pris dans leur ensemble, pour une espèce donnée, d'accord ? Donc ici, ce que montre ce graphe, c'est en abscisse le temps, comme toujours, d'accord ? Ici, il va de droite à gauche, donc ici, c'est l'époque actuelle. Et en ordonnée, c'est la taille des populations. C'est une échelle semi-logarithmique. Donc ce qu'on voit, c'est que pendant très longtemps, jusqu'à il y a environ 50 000 ans, la population des ours des cavernes en Europe est très stable. Et puis il y a 50 000 ans, elle connaît une chute très rapide, et ce déclin se prolonge jusqu'à l'extinction de l'espèce en fait. Et c'est un déclin vraiment très marqué, c'est de l'ordre d'une diminution de taille de population efficace, donc la taille de population réellement contribuant au pool génétique des générations suivantes, qui est de l'ordre de 5 à 10. Et sur cette période-là, comme vous pouvez le voir, normalement avec les couleurs aussi, le climat ne peut pas être réellement incriminé comme étant
comme étant un facteur réellement conduisant à cette diminution de population. Par contre, la cohabitation prolongée avec les hommes, donc, qui arrive il y a aux alentours de 35 000 ans, pourrait être une explication plus plausible. Exactement les modalités selon lesquelles cette cohabitation aurait pu déboucher sur ce déclin ne sont évidemment pas connues. On ne sait pas si c'est le résultat d'une réelle chasse à l'ours des cavernes ou si c'est de la compétition pour l'habitat, puisque les ours des cavernes vivaient dans les cavernes et les gens à l'époque, étant donné le froid, aimaient bien se réfugier dans les cavernes aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a davantage l'impression, d'après ces études de diversité génétique à travers le temps, que le déclin qui dure près de 25 000 ans de la diversité génétique des ours des cavernes est d'origine anthropique plutôt que climatique. Donc ça, c'est une première réponse pour cette espèce-là. Une deuxième espèce voisine de l'ours polaire à laquelle on peut s'intéresser, c'est l'ours brun. Alors, l'ours brun, lui, c'est le plus plastique des trois, très clairement. Donc c'est un omnivore généraliste qu'on trouve un petit peu partout dans l'hémisphère nord. Il est vraiment extrêmement plastique. Au Pakistan, il y a des ours bruns qui sont herbivores, qui passent leur journée à se balader dans des grandes plaines et à manger des graminées. En Europe, les ours sont plutôt assez frugivores pendant l'été. Ils peuvent manger des dizaines de kilos de myrtilles par jour. Et puis, je pense que tout le monde a vu des reportages sur les ours alaskiens qui se massent à l'embouchure des rivières et que les saumons remontent et qui pêchent à foison. C'est vraiment une espèce qui fait preuve d'une adaptabilité assez étonnante, ce qui n'a pas empêché qu'elle soit extirpée localement. Et sur toute son aire de répartition, en fait, on a obtenu beaucoup d'informations génétiques. Au total, on a à peu près, alors là, je ne sais pas si c'est exactement un jour, mais on va dire de l'ordre de 2000 séquences actuelles pour l'ADN mitochondrial. On en a aussi beaucoup d'ADN nucléaire. Et puis pour les séquences anciennes, c'est pareil, on a réussi à en avoir une centaine. Donc juste pour illustrer cette aire de répartition extrêmement étendue, ici, en rouge foncé, vous avez l'aire de répartition actuelle. En rouge clair, vous avez l'aire de répartition historique. Donc il y a 100 ans, on trouvait l'ours sur une aire de répartition qui était encore beaucoup plus grande. Et de manière assez peu surprenante, vous voyez que c'est la partie la plus australe de l'aire de répartition de l'espèce qui a été entamée par ces extirpations successives. Donc on voit très clairement l'impact de la croissance des populations humaines en fait sur la distribution des ours bruns. Du point de vue génétique, qu'est-ce qu'on observe en fait? Donc je n'ai pas mentionné sur cette carte en fait plus ou moins tous les petits cercles avec des chiffres et des lettres dedans représentent des zones géographiques qui ont été assez densément échantillonnées. Lorsqu'on séquence les ours qui proviennent de ces zones géographiques, on se rend compte qu'on n'a pas une distribution aléatoire de la diversité génétique. C'est-à-dire que quand on identifie un groupe, comme ici par exemple, ce groupe de séquences d'ours bruns, on se rend compte que les ours bruns qui se groupent ensemble se regroupent en fonction de critères géographiques. Donc ceux-ci, là, ce qu'on a appelé les 1A, ce sont les ours espagnols et les ours du sud de la Suède et de la Norvège. Les ours du groupe 1B en Europe sont les ours qu'on trouve près des péninsules, près de la péninsule italienne et de la péninsule balkanique. Et puis à l'est de l'Europe, on trouve un autre groupe qui est ce groupe 3A. Donc on a une vraie phylogéographie. Le terme pris dans son acception générale en tant que discipline, c'est l'étude de la distribution de la diversité génétique. Et ici pris dans une acception très spécifique, ce sera le fait que réellement on observe une distribution non aléatoire de la distribution génétique. Alors comment on explique que la diversité génétique ne soit pas distribuée de manière aléatoire? Mais pour pouvoir l'expliquer, on fait appel à l'hypothèse de refuge glaciaire et à un scénario qu'on appelle le scénario expansion-contraction. Cette hypothèse, elle est assez simple en fait. Elle postule que pendant les glaciations,
l'habitat exploitable par l'ours brun diminue et qu'il n'est plus exploitable par l'ours brun en fait que dans les zones les plus australes de son aire de répartition. Donc les parties les plus australes de cette aire de répartition fonctionnent comme des refuges. Donc les ours se réfugient dans ces zones-là, mais bien sûr, l'habitat disponible est limité. Donc la taille des populations va être limitée aussi. Et quand la taille des populations est limitée, la dérive génétique, c'est-à-dire les forces du hasard, on va dire, est très intense, ce qui amène à homogénéiser les poules d'ours bruns localement, d'un point de vue génétique. Ce qui fait que, par exemple, on pense que les ours du groupe 1A sont issus de cet ancien refuge glaciaire ibérique, et que, grosso modo, peut-être qu'il y avait majoritairement des ours du groupe 1A qui sont allés se réfugier à cet endroit-là, mais peut-être aussi des ours appartenant à d'autres groupes, mais que, comme les populations étaient de petite taille, ces autres groupes d'ours ont été complètement perdus pendant la durée des glaciations. Et successivement, quand la période interglaciaire est arrivée, les habitats disponibles sont remontés vers le nord, et les ours avec eux. Et bien sûr, les poules étaient uniformisées. Donc c'est à peu près le genre de scénario qu'on fait pour l'Europe ici. Et c'est un scénario qu'on peut vérifier en fait grâce à l'ADN ancien. Donc ici c'est la même frise que tout à l'heure et qui en fait synthétise les résultats obtenus à différentes périodes. Ce qu'on voit, c'est que avant le dernier maximum glaciaire, qui est cette période ici, on a en Espagne et puis en Suisse et Autriche des populations qui sont mixtes en fait. Donc ce qu'on voit actuellement comme des groupes réellement séparés et distribués géographiquement différemment, on les retrouve partout. Donc, les ours échangent du matériel génétique, bougent sans arrêt d'un point à un autre, ce qui fait qu'on a quelque chose de très homogène à l'échelle de l'Europe. Et puis après, au moment du dernier maximum glaciaire, les quelques informations qu'on a suggèrent qu'on a déjà les groupes qu'on va voir actuellement qui sont confinés, effectivement, comme on l'attend, aux péninsules ibériques et italiennes. Et puis un petit peu plus tard, au moment de la transition vers l'Holocène, on se rend effectivement compte que déjà les ours ont commencé à remonter vers le nord et sont partis à la reconquête donc des espaces perdus au cours de la glaciation. Par exemple, des ours ibériques, on en trouve jusqu'en Angleterre. On a exactement le même genre de scénario un peu partout où on regarde. L'autre zone qui a été très intensément échantillonnée, c'est la Béringie. Donc la Béringie, c'est cette zone en fait entre l'Alaska et la Sibérie orientale, pour laquelle pendant le maximum glaciaire, on a eu ouverture d'un écosystème global. C'est un écosystème réellement stable, donc pendant plusieurs milliers d'années. C'était uniquement des terres émergées, c'était complètement connecté. Alors, on le présente souvent comme un corridor pour l'arrivée des espèces ou ce genre de choses. Il faut le voir vraiment comme un endroit que les espèces habitaient, quoi. Ils ne faisaient pas que passer sur une sorte de digue bizarre. Donc pour ce qui est de cette zone, ce qu'on voit il y a assez longtemps pour les ours bruns, donc il y a plus de 35 000 ans, ce sont des groupes, les numéros désignent des groupes, c'est pas important en soi en fait. Ce sont des groupes dont on pense qu'ils sont arrivés depuis l'est de la Sibérie. Et puis ces groupes, plus ou moins, disparaissent. Il y a une partie complètement lacunaire dans le registre fossile en Amérique du Nord qu'on ne se l'explique pas vraiment. On ne trouve plus d'ours bruns, alors qu'ils sont très abondants avant et après. Mais on ne trouve plus d'ours bruns entre il y a 35 000 ans et il y a 20-21 000 ans. Et puis après, ce qu'on observe pendant le dernier maximum glaciaire, c'est que on a en Alaska des populations qui sont mixtes, qui sont mélangées, donc on trouve en fait deux numéros, deux groupes d'ours, et puis qu'après le passage du maximum glaciaire, on a l'apparition d'une structure à nouveau clairement identifiable, ce qui suggère qu'on a aussi eu des phénomènes de refuge et d'expansion-contraction. Donc c'est un phénomène très général pour l'ours brun. Parallèlement à ça, on peut aussi s'intéresser pour essayer de voir un petit peu mieux
les éventuels effets du climat et des interventions humaines, de regarder les périodes plus récentes, et c'est ce qu'ont fait certains chercheurs avec les populations ibériques. Alors en fait, cette figure un peu particulière, ils ont comparé la diversité génétique d'ours au Pléistocène et à l'Holocène, puis à l'Holocène et maintenant, pour essayer de déterminer si il était probable que la taille des populations était restée constante entre les différentes périodes. Donc, pour ce faire, ils ont fait un certain nombre de simulations. En abscisse, on a un des paramètres importants qui est la taille des populations anciennes, puisque évidemment on ne la connaît pas. Et puis, en ordonnée, on a le changement simulé en diversité génétique sous l'hypothèse d'une taille de population constante. Et puisqu'on voit la ligne, là, ici, c'est ce qui est réellement observé. Donc la transition entre le Pléistocène et l'Holocène, c'est la variation de diversité génétique qu'on observe. Et grosso modo, le modèle est accepté dans les zones blanches uniquement. Et le paramètre essentiel du modèle, c'est le fait que les tailles de population n'ont pas varié. Donc on voit clairement que les observations, qui sont carrément vertes, de variation de diversité génétique, sont incompatibles avec une taille de population constante. Et on est capable de mesurer la variation de la taille de la population. Et en l'occurrence, on peut inférer que la variation lors du passage du Pléistocène à l'Holocène, c'était une diminution de l'ordre de 60% de la taille des populations sur la péninsule ibérique. Et qu'ensuite, entre le début de l'Holocène et la période actuelle, on a à nouveau perdu la moitié de la population. Donc on a des effets successifs de diminution de la population. On voit aussi des effets génétiques qui ont une signification globale pour l'espèce lorsqu'on s'intéresse aux extinctions locales qui sont beaucoup plus récentes, donc celles qui ont eu lieu il y a une centaine d'années par exemple. Donc ici, il y a des tas de populations et de sous-espèces d'ours bruns, mais il n'y en a que quelques-unes qui ont été examinées, dont celle du sud du bassin méditerranéen. Il y avait des ours en fait en Afrique du Nord jusqu'à il y a environ 1000 ans. Et ces ours-là, ils étaient réellement assez particuliers. Ils ont été extirpés donc il y a 1000 ans. Et ici, ce que je vous présente, c'est une phylogénie où on voit ici une sorte d'échantillon de la diversité totale des ours bruns à l'heure actuelle. Et les ours que nous avons identifiés en Algérie et au Maroc appartiennent à un groupe qui est extrêmement divergent, donc qui a divergé de tous les ours bruns actuels il y a déjà un sacré moment. Donc en fait, en extirpant les ours de l'Atlas, on a perdu un groupe entier extrêmement divergent d'ours bruns. Et si on se fie aux résultats obtenus sur l'ours syrien d'une part et sur les grizzlies des États-Unis d'autre part, on se rend compte que même si dans ces cas-là on n'a pas perdu un groupe super divergent d'ours, la diversité génétique a quand même été nettement réduite. Donc grosso modo, pour l'ours brun, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit un impact des variations climatiques sur la structuration des populations, et on voit aussi une influence anthropique. Alors pour l'ours polaire, comme je vous disais, on a beaucoup moins d'informations, mais récemment, il y a quand même eu pas mal de papiers qui sont assez intéressants, qui ont notamment produit des séquences anciennes. Et l'ours polaire, on l'a déjà vu dans les figures précédentes. En fait, il était inclus dans la phylogéographie de l'ours brun. C'était ces petits cercles-là dans la zone arctique. Pourquoi il est inclus? Parce que quand on regarde l'ADN mitochondrial, ou en tout cas quand on le regardait jusqu'à il y a assez peu de temps, eh bien, en fait, on trouve que l'ours polaire niche à l'intérieur de la diversité des ours bruns, d'accord? Donc ça, ce sont tous les ours bruns. Ici, on a notre groupe d'ours polaires. Ce qui suggère, donc les plus proches parents jusqu'à il y a peu, c'était ce petit groupe d'ours isolés sur la côte alaskienne, sur 3 îles qui sont Admiralty, Baranof et Chichagof, je pense, qu'on appelle le groupe ABC donc aussi.
Ce qui suggère peut-être une spéciation extrêmement récente, parce qu'en fait, on estime la date à laquelle vivait l'ancêtre commun de tous les ours bruns, plus les ours polaires, donc à 150 000 ou 200 000 ans. Donc bien sûr, ça veut dire que si les ours polaires ont divergé à l'intérieur des ours bruns pour former une espèce, la spéciation a été très très rapide. Et c'est un petit peu corroboré par le fait qu'on trouve peu de fossiles finalement aussi, et en tout cas aucun fossile qui précède une date comprise entre il y a 100 et 130 000 ans. Mais bien sûr, cette hypothèse ne tient la route, l'hypothèse d'une spéciation récente a un corollaire direct, qui est que si on continue à échantillonner davantage, même en échantillonnant davantage d'ours bruns et en échantillonnant davantage d'ours polaires, on ne devrait jamais perturber le schéma qu'on observe, à savoir que tous les ours polaires restent ensemble à l'intérieur de la diversité des ours bruns. Et tout récemment, l'année dernière, il y a un groupe en fait, qui a travaillé sur des ours irlandais du Pléistocène et de l'Holocène, et qui a identifié en fait des parents encore plus proches des ours polaires actuels, ce sont les séquences vertes ici, que les ours ABC, et qui avait aussi à sa disposition des séquences anciennes d'ours polaires. Et on voit très clairement sur cette phylogénie que les séquences d'ours polaires, modernes et anciennes, ne forment pas un groupe monophylétique, d'accord? Donc c'est en contradiction directe avec l'hypothèse précédente. Et pour pouvoir expliquer ça, l'hypothèse la plus parcimonieuse, c'est de dire qu'on a eu introduction de matériel génétique de l'ours brun dans les populations d'ours polaires, il n'y a pas trop longtemps, c'est ce qu'on appelle une introgression. Et en support de cette idée, effectivement, on trouve beaucoup d'hybrides naturels, on trouve beaucoup d'hybrides. On sait qu'on peut hybrider les espèces en zoo, comme on l'a vu hier, et on commence à trouver des hybrides naturels. C'est là que j'en viens à la différence entre ADN mitochondrial et nucléaire. Donc grosso modo, jusqu'à maintenant je ne vous ai parlé que d'ADN mitochondrial, on l'utilise parce que c'est une molécule très pratique. C'est un petit bout de génome qui se trouve dans cet organite, la mitochondrie, qui est l'usine à énergie de la cellule eucaryote. Mais ce n'est pas ce à quoi on pense quand on pense au génome en général, d'accord ? Le génome en général, c'est ce qui est contenu dans le noyau, et c'est pas un petit bout d'ADN, mais un bout d'ADN absolument gigantesque qui fait des milliards de paires de bases. L'idée qu'ont eu certains, c'est qu'en principe, si on a uniquement de l'introgression mitochondriale, donc si les ours polaires ont capturé l'ADN mitochondrial d'ours brun, si on regarde maintenant le génome nucléaire, qui est indépendant, on devrait voir une claire séparation entre les deux espèces. Et certaines personnes ont donc publié des résultats il n'y a pas longtemps, qui montrent très clairement qu'effectivement, quand on utilise un certain nombre de gènes nucléaires, on restaure la monophylie réciproque des ours bruns et des ours polaires. Dans ce cas-là, les ours ABC, dont je vous parlais tout à l'heure, leurs plus proches parents ne sont plus les ours polaires, mais d'autres ours bruns. Tous les ours bruns sont plus proches entre eux que de n'importe quel ours polaire. Comme le signalait tout à l'heure Valérie, il y a en fait les données sont discordantes sur la date de divergence entre l'ours polaire et l'ours brun. Dans ce cas-là, ce jeu de données suggère que la divergence réelle, la spéciation a eu lieu il y a environ 600 000 ans, et que plus tard, donc, il y a eu introduction de matériel génétique de l'ours brun chez les ours polaires. Mais il y a une autre étude qui, elle, était basée sur des génomes complets, et d'où provient la figure que présentait Valérie, qui, elle, suggérerait plutôt une divergence très très ancienne, au moment où il y a eu une grande radiation d'ursinée, en fait, donc il y a 4 à 5 millions d'années. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que, quoi qu'il en soit, on peut associer les deux à des phénomènes de variation climatique. Il me semble que cette période-là est une des premières il me semble qu'à cette période-là, il y avait déjà une calotte arctique, et que, comme le disait Valérie tout à l'heure, il y a 600, 700 000 ans, c'était le début des oscillations extrêmes du climat, en fait, au Pléistocène. Et un dernier point avant de finir, donc sur cette question de l'hybridation. Donc l'hybridation actuelle, elle est mesurable. Donc ici,
Ici, on a en fait des ours polaires bruns, des ours bruns qui ne sont pas abaissés, des ours bruns qui sont abaissés, donc de cette petite population dont elle pense qu'elle a un rapport privilégié avec les ours polaires. Et ici, des ours complètement polaires. Chaque barre représente un individu. Plus la barre est bleue, plus l'ours est polaire. D'un point de vue génétique, plus elle est rouge, plus il est brun. Donc on voit très clairement que tous ceux que chez les bruns en général, on a des ours qui sont 100% bruns. Chez les ours abaissés, on a des ours qui semblent avoir capturé une partie de diversité génétique des ours polaires. Et vice-versa, chez les ours polaires, on voit que la plupart sont bien polaires, mais on trouve quelques exemples, par exemple lui ou lui, qui semblent avoir capturé des allèles qui sont habituellement des allèles qu'on trouve chez les ours bruns. En particulier, si on regarde quelques-uns de ces ours abaissés qui ont cette signature polaire sur une partie de leur génome, on estime 5 à 10% de leur génome quand même, donc c'est pas rien. Ce qu'on observe, c'est un pattern comme celui-là. Donc ici, en fait, c'est la même chose. Plus la ligne est bleue, plus la partie du génome qui correspond, donc là c'est un petit bout de chromosome, plus la partie du génome qui correspond ressemble à du génome polaire, plus elle est rouge, plus elle ressemble à du génome brun. Et on voit bien que chez ces ours abaissés, cette zone-là, ce gène-là par exemple, ressemble beaucoup plus à un gène de polaire qu'à un gène conventionnel d'ours brun. De manière intéressante, ce gène-là par exemple, c'est un gène qui est impliqué dans la résistance aux environnements salins. Donc il se pourrait que ces zones d'hybridation soient des zones où les espèces échangent des allèles qui sont favorables à l'exploitation des milieux côtiers, in fine, dans un sens comme dans l'autre, dans le sens de l'ours brun qui veut exploiter davantage les milieux marins et de l'ours polaire qui veut exploiter davantage les milieux terrestres. Mais c'est encore tout à fait hypothétique. Et puis juste ce dernier point sur la taille des populations, parce qu'à partir des génomes complets, on peut arriver aussi à estimer à peu près la taille des populations. Si on se focalise juste sur l'ours polaire, qui est la ligne bleue ici, à travers la fin du Pléistocène, on se rend compte en fait que selon ces résultats, l'ours polaire décline constamment depuis 600 000 ans, à peu près. De temps en temps, il peut y avoir de petits rebonds, et puis même, tout récemment, il semblerait, ici c'est magnifié, il semblerait qu'on ait un rebond assez important de la population qui pourrait être associé au dernier maximum glaciaire. Mais la tendance générale, c'est quand même celle-là, c'est celle d'une population d'ours polaires qui diminue depuis très longtemps, d'accord ? Ça n'a pas été toujours le cas, hein. Donc vous voyez ici, quand on est rentré dans la période de refroidissement, la population d'ours polaires a augmenté considérablement, il y a 800 à 600 000 ans. Donc c'est une tendance générale depuis peu. Donc voilà, l'idée générale qu'on peut retirer de cette comparaison et des données que je vous ai présentées, c'est celle-là, celle que les événements climatiques ont joué un rôle, notamment pour l'ours polaire. Bien sûr, dans le cas de l'ours polaire, c'est complètement inversement corrélé à ce qui se passe chez l'ours brun. Donc, son habitat s'étend pendant les glaciations, donc sa population augmente. Son habitat se réduit pendant les périodes interglaciaires, donc sa population diminue. Et on sait avec certitude maintenant qu'il y a des échanges génétiques assez importants, en tout cas mesurables, entre l'ours polaire et l'ours brun, qui ont eu lieu justement pendant la période interglaciaire, vraisemblablement. Donc à des moments où la probabilité était plus grande que les ours polaires et les ours bruns rentrent en contact par un overlap de niche, un petit peu comme ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Merci.